Constitution de 1805. L'île d'Haïti était presque tout entière reconquise, pacifiée et sous la domination du général Leclerc avant la fin de juin 1802. Un seul chef indigène ne posa jamais les armes encore, qu'il eût reçu de son supérieur, le général Toussaint Louverture, l'ordre formel de faire sa soumission aux Français. Cet homme, un chef de bataillon, un homme étiqueté noir, se nommait Sylla, retiré dans les montagnes, qui environnent Plaisance. Il organisa le premier la guerre de partisans. Le général Leclerc, obéissant aux ordres qu'il avait reçus du premier consul, voulut rétablir l'esclavage. On sait que l'île d'Haïti, occupée par les Espagnols en 1492, en exploitèrent les mines d'or et en massacrèrent les Indiens autochtones, commença d'être colonisée par les Français dans la première moitié du XVIIe siècle. Cette colonie, après avoir connu des jours prospères sous Louis XIV, grâce au système de la petite culture, atteignit à son plus haut degré de richesse matérielle et de misère morale sous Louis XV et surtout sous Louis XVI, grâce à l'esclavage des hommes noirs. Les hommes noirs, enlevés d'Afrique pour aller cultiver les champs de Saint-Domingue, s'y trouvèrent bientôt dans la proportion de 20 contre 1 soi-disant blanc. Des unions entre les négresses et les caucasiens naquirent des mulâtres et des mulâtresses. Maintenus dans la servitude ou méprisés par les Blancs, toute la population indigène de race noire qui habitait Saint-Domingue salua avec enthousiasme l'aurore de la Révolution française. La colonie ayant été envahie par l'Espagne et l'Angleterre, auxquelles la France avait déclaré la guerre en 1793, les Noirs de Saint-Domingue, commandés par Toussaint Louverture, combattirent avec vaillance et succès contre les Espagnols, bâtirent les Anglais et conservèrent à la France le plus beau territoire de son empire colonial américain. En récompense des immenses services qu'ils avaient rendus, et parce que les principes de la France révolutionnaire la forçaient à décréter partout où pénétraient ses armées l'abolition de toute servitude corporelle ou morale, en 1794, la Convention française abolit solennellement l'esclavage dans toutes les colonies. La loi du 30 Floréal l'an 10 ou le 20 mai 1802, votée au corps législatif le 27 Floréal, au tribunal le 29 Floréal, loi relative à la traite des Noirs et au régime des colonies, était conçue dans des termes qui indiquaient une réaction contre les idées de la Convention. Elle disait: Article 1er. Dans les colonies restituées à la France en exécution du traité d'Amiens, du 6 Germinal en 10 ou le 27 mars 1802, l'esclavage sera maintenu conformément aux lois et règlements antérieurs à 1789. Article 2. Il en sera de même dans les autres colonies françaises, au-delà du cap de Bonne-Espérance. Article 3. La traite des Noirs, leur importation dans les dites colonies, auront lieu conformément aux lois et règlements existants avant 1789. Article 4. Nonobstant toutes les lois antérieures, le régime des colonies est soumis, pendant 10 ans, aux règlements qui seront faits par le gouvernement. La loi du 30 Floréal l'an 10 ou le 20 mai 1802 concernait d'abord les colonies de l'Île-de-France et de l'île Bourbon, où l'esclavage n'avait pas été aboli, parce qu'on n'y avait point promulgué et mis en vigueur la loi du 16 Pluviose l'an 2 ou le 4 février 1794, par laquelle la Convention abolissait la hideuse institution. Elle concernait encore la Martinique, Tobago, Sainte-Lucie, les établissements de l'Inde française où les Anglais, qui les occupaient avant la paix d'Amiens, n'avaient pas supprimé l'esclavage. Elle visait enfin la Guadeloupe et Saint-Domingue, d'où l'esclavage avait déjà disparu. À peine la Guadeloupe était-elle reconquise par le général Richepense et pacifiée qu'on y appliqua cette loi qui, dit Faustin Hélie, ne fut pas digne de la France. Quand en 1802, Leclerc voulut rétablir l'esclavage à Saint-Domingue, dans une population nombreuse, éclairée, qui connaissait ses droits, qui vivait en liberté et presque en parité de situation sociale avec les Blancs depuis près de 10 ans, l'insurrection ne pouvait manquer de devenir générale. Des montagnes de Plaisance, elle rayonna dans toute l'île. Partout les indigènes reprirent les armes.
Ils conquirent leur liberté après 18 mois d'une lutte acharnée. Le 1er janvier 1804, réunis en fédération armée sur la grande place de la ville de Gonaïves, ils proclamèrent solennellement leur indépendance et redonnèrent à leur pays le nom aborigène d'Haïti. Jean-Jacques Dessalines, général en chef de l'armée indigène, fut proclamé, par ses compagnons d'armes, gouverneur général à vie du jeune État, dont il était le fondateur. La liberté politique est un bien inférieur à l'indépendance nationale. Les peuples sacrifient facilement la première à la seconde. Ils préfèrent avec raison une dictature nationale, fût-elle tyrannique et inintelligente, à une domination étrangère, alors même que celle-ci serait la plus libérale, la plus douce du monde, la plus prometteuse d'enrichissement, la plus prodigue d'embellissements superficiels. L'acte par lequel le pouvoir dictatorial fut confié à Dessalines est d'une mâle brièveté. Au nom du peuple d'Haïti, nous, généraux et chefs des armées de l'île d'Haïti, pénétrés de reconnaissance des bienfaits que nous avons éprouvés du général en chef Jean-Jacques Dessalines, le protecteur de la liberté dont jouit le peuple. Au nom de la liberté, au nom de l'indépendance, au nom du peuple qui l'a rendu heureux, nous le proclamons gouverneur général, à vie, d'Haïti. Nous jurons d'obéir aveuglément aux lois émanées de son autorité, la seule que nous reconnaîtrons. Nous lui donnons le droit de faire la paix, la guerre et de nommer son successeur. Fait au quartier, général des Gonaïves, ce 1er jour de janvier 1804 est le 1er jour de l'indépendance. Signé Gabard, Paul Romain, P.J. Erne, Capois, Christophe, Geffrard, Géry, Vernet, Pétion, Clairvaux, Jean-Louis François, Cangé, Ferroux, Yaillou, Toussaint Brave, Maglolre, Ambroise, L. Bazelet. Le titre de gouverneur général décerné à Jean-Jacques Dessalines, ne remplissant pas d'une manière satisfaisante la volonté générale, parce que, dans l'esprit des contemporains, il supposait un pouvoir secondaire, dépendant d'une autorité étrangère, fut changé par les généraux haïtiens en celui d'empereur d'Haïti. Le deuxième pacte fondamental, qui réglait les destinées de la nation antilléenne, fut accepté et sanctionné par l'empereur Dessalines à la date du 20 mai 1805. Constitution impériale d'Haïti, 1805. Au palais impérial de Dessalines, le 20 mai 1805, l'an 2, nous, Henri-Christophe, Clairvaux, Vernet, Gabard, Pétion, Geffrard, Toussaint Brave, Raphaël, Lalonderie, Romain, Capois, Magny, Cangé, Do, Magloire, Ambroise, Yaillou, Jean-Louis François, Gérin, Ferroux, Bazelet, Martial Besse, tant en notre nom particulier qu'en celui du peuple d'Haïti, qui nous a légalement constitué les organes fidèles et les interprètes de sa volonté, en présence de l'être suprême, devant qui les mortels sont égaux, et qui n'a répandu tant d'espèces de créatures différentes sur la surface du globe, qu'aux fins de manifester sa gloire et sa puissance par la diversité de ses œuvres. En face de la nature entière, dont nous avons été si injustement et depuis si longtemps considérés comme les enfants repoussés, déclarons que la teneur de la présente Constitution est l'expression libre, spontanée et invariable de nos cœurs et de la volonté générale de nos concitoyens. La soumettons à la sanction de Sa Majesté, l'empereur Jacques Dessalines, notre libérateur, pour recevoir sa prompte et entière exécution. Déclaration préliminaire. Article 1er. Le peuple habitant l'île ci-devant appelée Saint-Domingue convient ici de se former en État libre, souverain et indépendant de toute autre puissance de l'univers, sous le nom d'Empire d'Haïti. Article 2. L'esclavage est à jamais aboli. Article 3. Les citoyens haïtiens sont frères chez eux. L'égalité aux yeux de la loi est incontestablement reconnue et il ne peut exister d'autres titres, avantages ou privilèges que ceux qui résultent nécessairement de la considération et en récompense des services rendus à la liberté et à l'indépendance. Article 4. La loi est une pour tous, soit qu'elle punisse, soit qu'elle protège. Article 5. La loi n'a pas d'effet rétroactif. Article 6. La propriété est sacrée.
sa violation sera rigoureusement poursuivie. Article 7. La qualité de citoyen d'Haïti se perd par l'émigration et par la naturalisation en pays étrangers et par la condamnation à des peines afflictives et infamantes. Le premier cas emporte la peine de mort et la confiscation des propriétés. Article 8. La qualité de citoyen est suspendue par l'effet des banqueroutes et faillites. Article 9. Nul n'est digne d'être haïtien s'il n'est bon père, bon fils, bon époux et surtout bon soldat. Article 10. La faculté n'est pas accordée aux pères et mères de déshériter leurs enfants. Article 11. Tout citoyen doit posséder un art mécanique. Article 12. Aucun blanc, quelle que soit sa nation, ne mettra le pied sur ce territoire, à titre de maître ou de propriétaire, et ne pourra à l'avenir y acquérir aucune propriété. Article 13. L'article précédent ne pourra produire aucun effet tant à l'égard des femmes blanches qui sont naturalisées haïtiennes par le gouvernement qu'à l'égard des enfants nés ou à naître d'elles. Sont compris dans les dispositions du présent article les Allemands et Polonais, naturalisés par le gouvernement. Article 14. Toute acception de couleur parmi les enfants d'une seule et même famille, dont le chef de l'État est le père, devant nécessairement cesser, les Haïtiens ne seront désormais connus que sous la dénomination générique de Noirs. Section de l'Empire. Article 15. L'Empire d'Haïti est un et indivisible. Son territoire est distribué en 6 divisions militaires. Article 16. Chaque division militaire sera commandée par un général de division. Article 17. Chacun de ces généraux de division sera indépendant des autres et correspondra directement avec l'empereur ou avec le général en chef nommé par Sa Majesté. Article 18. Sont partie intégrante de l'Empire les îles ci-après désignées: Samana, la Tortue, la Gonave, les Cayémites, l'île à Vache, la Saône et autres îles adjacentes. Section du gouvernement. Article 19. Le gouvernement d'Haïti est confié à un premier magistrat qui prend le titre d'empereur et chef suprême de l'armée. Article 20. Le peuple reconnaît pour empereur et chef suprême de l'armée Jacques Dessalines, le vengeur et le libérateur de ses concitoyens. On le qualifie de majesté, ainsi que son auguste épouse, l'impératrice. Article 21. La personne de leur majesté est sacrée et inviolable. Article 22. L'État accordera un traitement fixe à Sa Majesté l'impératrice dont elle jouira même après le décès de l'empereur, à titre de princesse douairière. Article 23. La couronne est élective et non héréditaire. Article 24. Il sera affecté par l'État un traitement annuel aux enfants reconnus par Sa Majesté l'Empereur. Article 25. Les enfants mâles reconnus par l'Empereur seront tenus, à l'instar des autres citoyens, de passer successivement de grade en grade, avec cette seule différence que leur entrée au service datera dans la 4e demi-brigade dès l'époque de leur naissance. Article 26. L'Empereur désigne son successeur et de la manière qu'il le juge convenable, soit avant, soit après sa mort. Article 27. Un traitement convenable est fixé par l'État à ce successeur, du moment de son avènement au trône. Article 28. L'empereur, ni aucun de ses successeurs, n'aura le droit, dans aucun cas, et sous quelque prétexte que ce soit, de s'entourer d'un corps particulier et privilégié à titre de garde d'honneur ou sous toute autre dénomination. Article 29. Tout successeur qui s'écartera des dispositions du précédent article ou de la marche qui lui aura été tracée par l'empereur régnant ou des principes consacrés par la présente Constitution sera considéré et déclaré en état de guerre contre la société. En conséquence, les conseillers d'État s'assembleront à l'effet de prononcer sa destitution et de pourvoir à son remplacement par celui d'entre eux qui en aura été jugé le plus digne. Et s'il arrivait que ledit successeur
voulut s'opposer à l'exécution de cette mesure, autorisée par la loi, les généraux conseillers d'État feront un appel au peuple et à l'armée, qui de suite leur prêteront main forte et assistance pour maintenir la liberté. Article 30. L'empereur fait, scelle et promulgue les lois, nomme et révoque à sa volonté les ministres, le général en chef de l'armée, les conseillers d'État, les généraux et autres agents de l'Empire, les officiers de l'armée de terre et de mer, les membres des administrations locales, les commissaires du gouvernement près les tribunaux, les juges et autres fonctionnaires publics. Article 31. L'empereur dirige les recettes et dépenses de l'État, surveille la fabrication des monnaies, lui seul en ordonne l'émission, en fixe le poids et le type. Article 32. À lui seul est réservé le pouvoir de faire la paix ou la guerre, d'entretenir des relations politiques et de contracter. Article 33. Il pourvoit à la sûreté intérieure et à la défense de l'État, distribue les forces de terre et de mer, suivant sa volonté. Article 34. L'empereur, dans le cas où il se tramerait quelque conspiration contre la sûreté de l'État, contre la Constitution ou contre sa personne, fera de suite arrêter les auteurs ou complices qui seront jugés par un conseil spécial. Article 35. Sa Majesté seule a le droit d'absoudre un coupable ou de commuer sa peine. Article 36. L'empereur ne formera jamais aucune entreprise dans la vue de faire des conquêtes, ni de troubler la paix et le régime intérieur des colonies étrangères. Article 37. Tout acte public sera fait en ces termes. L'empereur d'Haïti est le chef suprême de l'armée, par la grâce de Dieu et la loi constitutionnelle de l'État. Section du Conseil d'État. Article 38. Les généraux de division et de brigade sont membres nés du Conseil d'État et le composent. Section des ministres. Article 39. Il y aura dans l'Empire 2 ministres et un secrétaire d'État. Le ministre des Finances ayant le département de l'Intérieur, le ministre de la Guerre ayant le département de la Marine. Section du ministre des Finances et de l'Intérieur. Article 40. Les attributions de ce ministre comprennent l'administration générale du Trésor public, l'organisation des administrations particulières, la distribution des fonds à mettre à la disposition du ministre de la Guerre et autres fonctionnaires, les dépenses publiques, les instructions qui règlent la comptabilité des administrations et des payeurs de division, l'agriculture, le commerce, l'instruction publique, les poids et mesures, la formation des tableaux de population, les produits territoriaux, les domaines nationaux, soit pour la conservation, soit pour la vente, les baux à ferme, les prisons, les hôpitaux, l'entretien des routes, les bacs, salines, manufactures, les douanes, enfin la surveillance et la fabrication des monnaies, l'exécution des lois et arrêtés du gouvernement à ce sujet. Section du ministre de la Guerre et de la Marine. Article 41. Les fonctions de ce ministre embrassent pour la levée, l'organisation, l'inspection, la surveillance, la discipline, la police et le mouvement des armées de terre et de mer, le personnel et le matériel de l'artillerie et du génie, les fortifications, les forteresses, les poudres et salpêtres, l'enregistrement des actes et arrêtés de l'empereur, leur renvoi aux armées et la surveillance de leur exécution. Il veille spécialement à ce que les décisions de l'empereur parviennent promptement aux militaires. Il dénonce aux conseils spéciaux les délits militaires parvenus à sa connaissance et surveille les commissaires de guerre et officiers de santé. Article 42. Les ministres sont responsables de tous les délits par eux commis contre la sûreté publique et la Constitution, de tout attentat à la propriété et à la liberté individuelle, de toute dissipation de deniers à eux confiés. Ils sont tenus de présenter tous les 3 mois à l'empereur l'aperçu des dépenses à faire, de rendre compte de l'emploi des sommes qui ont été mises à leur disposition et d'indiquer les abus qui auraient pu se glisser dans les diverses branches de l'administration. Article 43.
Aucun ministre en place ou hors de place ne peut être poursuivi en matière criminelle, pour fait de son administration, sans l'adhésion personnelle de l'empereur. Section du secrétaire d'État. Article 44. Le secrétaire d'État est chargé de l'impression, de l'enregistrement et de l'envoi des lois, arrêtés, proclamations et instructions de l'empereur. Il travaille directement avec l'empereur pour les relations étrangères, correspond avec les ministres, reçoit de ceux-ci les requêtes, pétitions et autres demandes qu'il soumet à l'empereur, de même que les questions qui lui sont proposées par les tribunaux. Voit aux ministres les jugements et les pièces sur lesquelles l'empereur a statué. Section des tribunaux. Article 45. Nul ne peut porter atteinte au droit qu'à chaque individu de faire juger à l'amiable par des arbitres à son choix. Leurs décisions seront reconnues légales. Article 46. Il y aura un juge de paix dans chaque commune. Il ne pourra connaître d'une affaire s'élevant au-delà de 100 gourdes, et lorsque les parties ne pourront se concilier à son tribunal, elles se pourvoiront par-devant les tribunaux de leurs ressorts respectifs. Article 47. Il y aura 6 tribunaux séants dans les villes ci-après désignées, à Saint-Marc, au Cap, au Port-au-Prince, au Cail, à Lens-à-Vaux et au port de paix. L'empereur détermine leur organisation, leur nombre, leurs compétences et le territoire formant le ressort de chacun. Les tribunaux connaissent de toutes les affaires purement civiles. Article 48. Les délits militaires sont soumis à des conseils spéciaux et à des formes particulières de jugement. L'organisation de ces conseils appartient à l'empereur, qui prononcera sur les demandes en cassation contre les jugements rendus par lesdits conseils spéciaux. Article 49. Des lois particulières seront faites pour le notariat et à l'égard des officiers de l'état civil. Section du culte. Article 50. La loi n'admet pas de religion dominante. Article 51. La liberté des cultes est tolérée. Article 52. L'État ne pourvoit à l'entretien d'aucun culte ni d'aucun ministre. Section de l'administration. Article 53. Il y aura, dans chaque division militaire, une administration principale, dont l'organisation, la surveillance appartiennent essentiellement au ministre des Finances. Disposition générale. Article 1er. À l'empereur et l'impératrice appartiennent le choix, le traitement et l'entretien des personnes qui composent leur cour. Article 2. Après le décès de l'empereur régnant, lorsque la révision de la Constitution aura été jugée nécessaire, le Conseil d'État s'assemblera à cet effet et sera présidé par le doyen d'âge. Article 3. Les crimes de haute trahison, les délits commis par les ministres et les généraux seront jugés par un conseil spécial nommé et présidé par l'empereur. Article 4. La force armée est essentiellement obéissante. Nul corps armé ne peut délibérer. Article 5. Nul ne pourra être jugé sans avoir été légalement entendu. Article 6. La maison de tout citoyen est un asile inviolable. Article 7. On peut y entrer en cas d'incendie, d'inondation, de réclamation partant de l'intérieur, ou en vertu d'un ordre émané de l'empereur ou de toute autre autorité légalement constituée. Article 8. Celui-là mérite la mort qui la donne à son semblable. Article 9. Tout jugement portant peine de mort ou peine afflictive ne pourra recevoir son exécution s'il n'a été confirmé par l'empereur. Article 10. Le vol est puni en raison des circonstances qui l'auront précédé, accompagné ou suivi. Article 11. Tout étranger habitant le territoire d'Haïti sera, ainsi que les Haïtiens, soumis aux lois correctionnelles et criminelles du pays. Article 12. Toute propriété qui aura ci-devant appartenu à un blanc français est incontestablement et de droit confisquée au profit de l'État. Article 13. Tout Haïtien qui, ayant acquis une propriété d'un blanc français, n'aura payé qu'une partie du prix stipulé par l'acte de vente
sera responsable, envers les domaines de l'État, du reliquat de la somme due. Article 14. Le mariage est un acte purement civil et autorisé par le gouvernement. Article 15. La loi autorise le divorce dans les cas qu'elle a prévus et déterminés. Article 16. Une loi particulière sera rendue concernant les enfants nés hors mariage. Article 17. Le respect pour ses chefs, la subordination et la discipline sont rigoureusement nécessaires. Article 18. Un code pénal sera publié et sévèrement observé. Article 19. Dans chaque division militaire, une école publique sera établie pour l'instruction de la jeunesse. Article 20. Les couleurs nationales sont noires et rouges. Article 20. Les couleurs nationales sont noires et rouges. Article 21. L'agriculture, comme le premier, le plus noble et le plus utile de tous les arts, sera honorée et protégée. Article 22. Le commerce, seconde source de la prospérité des États, ne veut et ne connaît point d'entrave. Il doit être favorisé et spécialement protégé. Article 23. Dans chaque division militaire, un tribunal de commerce sera formé, dont les membres choisis par l'empereur et tirés de la classe des négociants. Article 24. La bonne foi, la loyauté dans les opérations commerciales seront religieusement observées. Article 25. Le gouvernement assure sûreté et protection aux nations neutres et amies qui viendront entretenir avec cette île des rapports commerciaux, à la charge par elle de se conformer aux règlements et coutumes de ce pays. Article 26. Les comptoirs, les marchandises des étrangers seront sous la sauvegarde et la garantie de l'État. Article 27. Il y aura des fêtes nationales pour célébrer l'indépendance. La fête de l'empereur et de son auguste épouse, celle de l'agriculture et de la Constitution. Article 28. Au premier coup de canon d'alarme, les villes disparaissent et la nation est debout. Article 28. Au premier coup de canon d'alarme, les villes disparaissent et la nation est debout. Nous, mandataires sous-signés, mettons sous la sauvegarde des magistrats, des pères et mères de famille, des citoyens et de l'armée, le pacte explicite et solennel des droits sacrés de l'homme et des devoirs du citoyen. La recommandons à nos neveux et en faisons hommage aux amis de la liberté, aux philanthropes de tous les pays, comme un gage signalé de la bonté divine qui, par suite de ses décrets immortels, nous a procuré l'occasion de briser nos fers et de nous constituer en peuple, libre, civilisé et indépendant. Et avons signé tant en notre nom privé qu'en celui de nos commettants. Signé Henri Christophe, Clairvaux, Vernet, Gabard, Pétion, Geffrard, Toussaint Brave, Raphaël Lalondrie, Romain, Capois, Magny, Cangé, Do, Magloire, Ambroise, Yaillou, Jean-Louis François, Gérin, Moreau, Féroux, Bazelet, Martial Besse. Présenté à la signature de l'empereur, la constitution de l'Empire fut sanctionnée par lui. Vu la présente constitution, nous, Jacques Dessalines, empereur premier d'Haïti et chef suprême de l'armée, par la grâce de Dieu et la loi constitutionnelle de l'État, l'acceptons dans tout son contenu et la sanctionnons pour recevoir, sous le plus bref délai, sa pleine et entière exécution dans toute l'étendue de notre empire, et jurons de la maintenir et de la faire observer dans son intégrité jusqu'au dernier soupir de notre vie. Au palais impérial de Dessalines, le 20 mai 1805, l'an 2 de l'indépendance d'Haïti. Signé Dessalines, l'empereur. Signé Juste Chanlatte, le secrétaire général. Le gouvernement impérial de Dessalines fut malheureusement de courte durée. Les circonstances tragiques au milieu desquelles sa chute se produisit ont été cause de fâcheux dissentiments politiques dont la nation haïtienne a beaucoup souffert et dont l'œil exercé du sociologue peut encore saisir les agonisantes manifestations.
Le pacte fondamental de 1805 ne survécut pas à celui qui avait si légitimement mérité d'y être désigné par ce titre à jamais glorieux, libérateur de ses concitoyens. Le véritable fondateur de la nation haïtienne, c'est Dessalines. Donner ce titre à un autre qu'à lui, c'est le lui contester. Non seulement on le lui a contesté, ainsi que cela se voit dans plusieurs écrits, ignorés des superficiels, composés par des Haïtiens ou des Européens, mais encore, en Haïti même, on a fait la nuit pendant trop longtemps autour du nom glorieux de celui qui brisa définitivement les chaînes de l'esclavage dans lequel la race étiquetée noire croupissait auparavant. Après Toussaint Louverture, après Dessalines, la race leva la tête, osa regarder fièrement l'avenir. La race étiquetée blanche sentit mieux que l'exploitation de l'Africain, de l'Américain par l'Européen était chose ignoble, dégradante, monstrueuse. Du Mexique au Chili, les populations autochtones ou indigènes de l'Amérique latine s'habituèrent plus que jamais à l'idée de vivre indépendantes de leur métropole. Iturbide au Mexique, Bolivar, Sucre dans le Venezuela, au Pérou, en Bolivie, O'Higgins et Saint-Martin au Chili, Belgrano, Moreno, Pueyrredon au Buenos Aires, surent mieux comment il fallait commander, combattre pour lasser la patience des dominateurs dont ils abhorrèrent le joug, pour électriser leurs soldats, pour remporter les décisives victoires.